Eh bien bonjour et puis merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout pour cette dernière présentation. Alors elle sera de nature sensiblement différente des présentations précédentes. Donc je m'appelle Thomas Carton, je suis responsable d'un laboratoire dans une CRO privée, c'est-à-dire une organisation de recherche sous contrat qui mène un certain nombre de projets concernant le microbiote. Et dans ces projets, on est amené à utiliser le NGS puisque désormais il est un petit peu difficile de passer outre les analyses NGS pour le microbiote. Alors assez rapidement pour présenter qui nous sommes, Biofortis donc est une CRO privée qui est rattachée à l'Institut Mérieux. Le holding de l'Institut Mérieux a une très longue histoire avec la microbiologie puisque le créateur de l'Institut était un proche collaborateur de Louis Pasteur. Donc ça date un petit peu. Et au sein de l'Institut Mérieux, vous allez trouver Mérieux Nutriscience. Mérieux Nutriscience, c'est un réseau de laboratoires. On doit être à près d'une centaine de laboratoires à travers le monde. On propose des prestations de services sur 7 domaines d'expertise, essentiellement pour les industriels de l'agroalimentaire, mais également de la pharma, de la cosméto, de l'agrochimie, etc., etc. Et concernant Biofortis, eh bien, on n'est pas très loin d'ici, puisqu'on est situé à Saint-Herblain, en banlieue de Nantes. Et au sein de Biofortis, on propose 3 types d'activités un petit peu particulières, qui sont des investigations cliniques. On possède notre propre centre d'investigation clinique dans le bâtiment, de l'évaluation sensorielle, donc ce sont des évaluations de produits par des consommateurs, soit des consommateurs naïfs, soit des consommateurs entraînés, des consommateurs experts. Et puis nous disposons d'un plateau analytique dans lequel nous pouvons conduire les analyses biologiques des prélèvements obtenus dans nos études cliniques, et en particulier des analyses qui concernent le microbiote et notamment par NGS, qui va être un petit peu le sujet aujourd'hui. Alors concernant ces prestations en termes d'investigation clinique et de plateforme analytique, à Biofortis, on réalise à peu près tout depuis le design de l'étude clinique, et le design peut être important, c'est ce qu'Emmanuel indiquait précédemment, dans le choix de la cohorte sur laquelle on va travailler, jusqu'au study report et la valorisation des données, en passant évidemment par l'échantillonnage biologique, la logistique, l'analyse, le biobanking. Une partie qui peut être assez intéressante et importante, le data management et les biostats, la bioinfo. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui en font ici. Et puis évidemment, tout ça pour pouvoir ensuite parler et évaluer un petit peu ce que devient ce microbiote au sein de nos organismes. Alors, juste pour replacer un petit peu le contexte du microbiote et du NGS au sein d'une structure telle que la nôtre. Alors pourquoi le microbiote ? Très rapidement, désormais, et je vais parler en particulier du microbiote intestinal, c'est celui sur lequel il y a le plus à l'heure actuelle de papier. On sait qu'à l'équilibre, un microbiote participe à nous structurer, à nous nourrir et à nous défendre. Donc il a des rôles absolument essentiels dans notre vie de tous les jours. Et donc il convient, ce microbiote, lorsqu'il est à l'équilibre, eh bien, de préserver cet équilibre, voire de renforcer cet équilibre, et en tout cas de prendre en compte cet équilibre dans le cadre d'une pathologie ou dans le cadre de la prise d'un traitement quelconque. Et à partir du moment où c'est un équilibre qu'il faut préserver, qu'il faut renforcer, et en tout état de cause dont il faut prendre compte, évidemment, ça va intéresser un certain nombre de gens. Alors, des industriels qui travaillent depuis de nombreuses années, qui proposent des produits de type prébiotique, de type probiotique, j'en ai mis un parfaitement anonyme ici pour l'exemple. Les symbiotiques, c'est la réunion d'un prébiotique et d'un probiotique. Alors, il y a tout un tas de développements actuels sur ce type de produits, de compléments alimentaires, qui auraient un effet bénéfique au travers d'une action sur le microbiote intestinal. Parmi les derniers nés, il y a les psychobiotiques, qui seraient des probiotiques ayant un impact, ayant un effet sur des désordres d'ordre psychologique ou psychiatrique. Et puis d'un autre côté, de ces produits qui auraient un effet bénéfique, il y a un certain nombre d'acteurs qui commencent à se poser la question sur l'impact néfaste, les effets secondaires d'un certain nombre de traitements. La présentation précédente vous en a parlé, ce sont principalement les antibiothérapies et puis les chimiothérapies. Le but n'étant pas pour ces traitements de perturber la flore, mais ayant pour corollaire de pouvoir perturber la flore. Donc à l'heure actuelle, ce microbiote, il intéresse à peu près toutes les grosses industries, que sont les industriels de l'agroalimentaire, des produits de santé, mais également de la cosmétique, puisque le skin microflora intéresse de plus en plus de gens. Alors après avoir répondu à la question qui, la question du comment, là très rapidement, il y a encore quelques années, lorsqu'on commençait à travailler sur le microbiote, on alignait les boîtes de gélose sur la paillasse dans les incubateurs et c'était assez roboratif, c'était un petit peu compliqué d'étudier ce microbiote parce que il y avait beaucoup de monde dans ces communautés bactériennes. Et puis on a vu l'effort du séquençage qui a changé un petit peu la donne. Pour mémoire, le séquençage du premier génome humain, donc 23
chromosomes dans un seul noyau, c'était la bagatelle de 13 ans pour 3 milliards de dollars, et c'est bien de 3 milliards dont on parle. Et donc il devenait un petit peu difficile d'envisager d'étudier de manière génomique ces communautés bactériennes qui contiennent des organismes beaucoup plus simples. Une bactérie, c'est un seul chromosome circulaire. Je vous fais grâce des plasmides qui peuvent s'y trouver. Par contre, un microbiote, c'est plusieurs centaines d'espèces. Et donc, on imaginait mal comment, avec les techniques de séquençage initial, capillaire, on pouvait s'adresser au génome du microbiote, donc à ce fameux microbiome. Et puis, évidemment, la révolution NGS est arrivée. Et avec cette révolution, des outils qui nous permettent d'envisager des investigations beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles. À titre d'exemple, concernant le génome humain, vous savez à peu près que les nouveaux équipements permettent de sortir un génome humain en environ 3 jours pour un coût avoisinant les 1000 $, donc à rapporter aux 3 milliards nécessaires au séquençage du premier génome. Alors, c'est la raison pour laquelle, s'agissant de nos donneurs d'ordre qui travaillent sur le développement de produits laitiers, de compléments alimentaires, de cosmétiques, tout type de produits pouvant avoir un effet sur les microbiotes ou les microflores en règle générale qui habitent avec nous, on est amené à Biofortis à s'intéresser à ces flores et par des techniques de NGS qui sont maintenant abordables et qui peuvent être utilisées assez facilement pour explorer un petit peu toutes ces communautés de bactéries. Alors, on travaille essentiellement sur le microbiote intestinal. C'est ce microbiote dont je vais vous parler sur 2 exemples de projets qu'on mène à Biofortis, mais il y en existe d'autres qui nous intéressent également, la flore orale, la flore cutanée et la flore vaginale, par exemple. On pourrait aussi parler de la flore pulmonaire. Alors, je vais quand même mettre quelques bémols sur microbiota NGS, parce que le NGS, c'est super, on est bien d'accord. Et le microbiote, c'est super important, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dans la plupart des études cliniques ou précliniques qu'on est amené à conduire, le microbiote, ce n'est pas le critère principal de l'étude, c'est bien souvent que le critère secondaire, et parfois même ce n'est qu'un paramètre exploratoire. C'est-à-dire que la question biologique qui est posée, ce n'est pas le microbiote qui va permettre d'y répondre. L'analyse du microbiote, c'est un à côté ou éventuellement un petit plus à l'étude qui est en cours. Et c'est une des raisons qui explique que par rapport aux méthodologies les plus en avance, les plus conséquentes pour obtenir de l'information sur le microbiote, telles que le shotgun métagénomique ou encore de la transcriptomique, bien souvent, et c'est le cas de la majeure partie, de la grande majorité des projets qu'on mène à Biofortis, on se retrouve à faire de la métagénomique ciblée. C'est essentiellement à l'heure actuelle encore des critères de coût par rapport au critère principal qui est vraiment le but de l'étude clinique initiale. Un deuxième petit bémol concernant le microbiote et le NGS, la composition du microbiote, elle est drivée, elle est pilotée par un certain nombre d'éléments. Ça peut être la génétique, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'environnement. Donc le design de l'étude est absolument essentiel, ça a été indiqué juste avant, mais avant de se lancer dans l'analyse NGS et dans toute la charge de travail que ça peut représenter, il y a un gros travail à faire sur le design de l'étude, ça c'est évident, et c'est la raison pour laquelle on est amené parfois à passer plus de temps presque sur le design de l'étude que sur l'analyse des données in fine. Alors, quelques exemples. Le microbiote est drivé par la génétique. Eh bien, dans les études précliniques sur modèles animaux, il va falloir prendre en compte les portées, les faits mères sur les animaux. Concernant l'alimentation, ça peut nous conduire à mettre en place un certain nombre de critères d'exclusion pour exclure les volontaires des études. Et puis, concernant l'environnement, eh bien, le tabac a été évoqué juste avant. Alors, c'est un peu la blague, hein, mais on sait que le tabac a un impact sur le microbiote, mais ce qu'on sait surtout, c'est qu'au cours d'une étude, il faut éviter de changer son régime tabagique. Donc, il faut éviter de commencer de fumer ou d'arrêter de fumer au cours d'une étude clinique, sous peine d'introduire un biais de composition et de variation du microbiote intestinal qui pourrait gommer les effets qu'on voudrait observer. Un troisième petit bémol concernant microbiote et NGS. Alors, j'apprécie énormément le NGS, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, il ne faut pas non plus ne jurer que par le NGS. Dans la grande majorité des cas, la question biologique qui est posée, le NGS ne sert à rien. Je prendrai l'exemple, lorsque un donneur d'ordre nous demande de lui prouver que sa souche probiotique est vivante à la sortie du tractus digestif, mon MySeq ne répond pas à la question. Par contre, ma boîte de gélose, oui. Donc il faut faire quand même attention à la manière dont on peut amener et utiliser la méthodologie et la technique à l'heure actuelle.
Alors, c'est peut-être le point le plus essentiel concernant le microbiote et le NGS. Je pense qu'on a pu s'en rendre compte au cours des différentes présentations dans la journée. Que ce soit depuis la préparation d'échantillons jusqu'au traitement bioinformatique et biostatistique des datas, il y a un vrai besoin de benchmarker les méthodes et de définir quels sont les traitements standards, que ce soit sur les échantillons ou sur les datas qui sont associés. Et 3 petits items par rapport à ce point. Il y a une vraie question qui est posée sur la database de référence, donc la base de données de référence à utiliser pour pouvoir aligner ces séquences ou les comparer ou les identifier. Je citerai GenBank, WinGene, CRDP, etc. Est-ce que c'est une compilation de ces bases de données? Est-ce que c'est une base de données fait maison, etc. Chaque acteur utilise un peu sa base de référence à lui. Il y a une réelle question qui est posée, et c'est un problème à l'heure actuelle pour Biofortis, sur les projets à très long terme. On est engagé sur des projets de 6 à 7 ans. Comment on va faire pour pouvoir être certain d'analyser les échantillons exactement de la même façon du début à la fin du projet? Comment on gère l'update des logiciels qui sont utilisés lorsqu'ils ne sont plus suivis en termes de maintenance, des databases, comment on gère l'évolution des databases, et puis même en amont, au niveau du traitement de l'échantillon, comment on va gérer la continuité de l'approvisionnement des réactifs et consommables, par exemple utilisés pour extraire l'ADN des prélèvements fécaux, sachant que tout cela a un impact sur l'image et la composition de la flore qu'on observera in fine. Et puis évidemment, sachant que tout le monde fait à peu près à sa manière, à mon avis, c'est pas demain qu'on aura des méta-analyses vraiment robustes sur des compositions de microbiote. Et puis le dernier point quand même, parce qu'on travaille essentiellement sur le microbiote intestinal. Alors je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup de NGS et de microbiote, donc on parle de bioinformatique, de pipeline, etc. Il faut savoir que derrière tout cela se cachent des personnes et se cachent surtout des prélèvements biologiques. Et ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas toujours. Faut bien imaginer que travailler sur le microbiote intestinal nécessite des prélèvements, et autant c'est simple d'obtenir des prélèvements sanguins ou urinaires, autant pour le reste, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Alors, concernant les exemples de projets qu'on peut être amené à mener au sein de Biofortis, un premier exemple concernant le microbiote et le cancer. Alors, je vais sans doute redire certaines choses qui ont été dites dans la présentation précédente. Concernant le microbiote et le cancer, c'est un lien qui est très ancien, et c'est un lien qui est assez drôle, puisque quand vous voyez l'évolution des papiers, des articles publiés sur le sujet au cours des dernières années, pendant très longtemps, entre le microbiote et le cancer, on ne savait pas trop où on se situait entre l'œuf et la poule. On ne savait pas trop si c'était le cancer qui modifiait la flore, si c'était la flore qui impactait la cancérogenèse. Alors on le sait maintenant, et c'est pour ça que je l'ai noté directement, que le microbiote par rapport au cancer, c'est l'œuf et la poule. Alors je citerai l'exemple d'un article que j'ai toujours assez trouvé démonstratif, un article de 2013, donc il commence à dater un peu, mais il est assez intéressant. Les auteurs de cet article avaient travaillé sur un modèle de souris dans lequel ils induisaient des tumeurs par voie chimique. Alors dans une première partie de l'expérience, ils induisaient des tumeurs par injection chimique, et ils observaient le microbiote des souris une fois que la tumeur était mise en place. Là, la première constatation, c'était lorsque des souris développaient des tumeurs, on observait un microbiote dysbiotique, c'est-à-dire un microbiote en déséquilibre. Et puis, dans une deuxième partie de l'expérience, ils prélevaient le microbiote des souris dysbiotiques, ils les introduisaient dans des souris saines, et ils réinduisaient des tumeurs à nouveau par voie chimique. Et là, ce qu'ils regardaient et ce qu'ils observaient, c'était que finalement, les souris qui, a priori, dès le départ, avaient un microbiote dysbiotique, développaient beaucoup plus de tumeurs que les souris qui avaient un microbiote sain. Donc là, sur ces deux parties de l'expérimentation, on voyait très bien que le microbiote, c'était et l'œuf et la poule par rapport au processus de cancérogenèse. Et puis, pour l'anecdote, dans une troisième partie de l'expérimentation, les auteurs se sont dit, puisque le microbiote est l'œuf et en même temps la poule, qui peut avoir un impact et favoriser la cancérogenèse, qu'est-ce qui se passe si, en même temps que l'induction des tumeurs, j'essaye de taper sur le microbiote, et parce qu'il y a de plus simple d'utiliser pour taper dessus, c'est une antibiothérapie. Et là, ce qui était assez remarquable de voir, c'est que si on traitait par antibiothérapie les souris, le nombre de tumeurs s'effondrait. Donc il était non seulement possible de voir que le microbiote c'était l'œuf et la poule, mais qu'en plus c'était un vecteur utilisable pour traiter la maladie. Alors à Biofortis, on travaille sur le sujet du microbiote et du cancer dans le cadre d'un projet d'envergure qui s'appelle le projet IMODI pour Innovative Models Initiative. Alors c'est un programme national, nous sommes plus d'une quinzaine, alors il y a des industriels, il y a des big pharma, il y a des PME,
des institutions académiques. C'est un projet qui a commencé en 2013 et le coordinateur, c'est Oncodesign qui est situé à Dijon. Et le projet IMODI, il est parti d'un constat relativement simple. Dans la plupart des cas, ce qu'on essaye de faire, et en tout cas les cliniciens, hein, pas moi, c'est quand quelqu'un déclare un cancer, on va essayer de faire en sorte de le soigner tout simplement. Mais dans un grand nombre de cas, on observe des phénomènes de résistance des tumeurs aux traitements qui sont appliqués de manière standard, utilisés de manière standard. Donc il y a un réel besoin de pouvoir développer des nouvelles molécules ou des nouveaux protocoles de traitement contre ces cancers qui sont résistants aux traitements existants. Et l'une des manières de développer ces traitements, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des modèles PDX. Les modèles PDX, ce sont des modèles animaux, ici on parle de souris, sur lesquels on va greffer directement la tumeur prélevée chez le patient. On la greffe généralement en sous-cutané et la tumeur va grandir avec la souris et c'est la souris qui va nourrir finalement la tumeur. Grâce à ces modèles, on va pouvoir tester de manière in vivo, en phase préclinique directement, des protocoles de traitement ou des nouvelles molécules, de manière à pouvoir les amener assez rapidement en phase de test clinique pour pouvoir ensuite traiter les patients. Sachant qu'un modèle PDX contenant la tumeur d'un patient correspondra à ce patient en lui-même. Ça sera bien sa tumeur qui sera implantée sur la souris. Et dans le cadre du projet IMODI, l'ensemble des acteurs essayent de créer des nouveaux modèles correspondant à différents types de cancers, alors prostate, foie, sein, je ne vous fais pas la liste. Et cela dit, au sein de ce consortium, Biofortis a un rôle un petit peu particulier, puisque nous, on s'attache à regarder ce qui se passe en termes de variation du microbiote sur ces fameux modèles PDX, donc ces petites souris sur lesquelles on greffe la tumeur, et cela au moment où on va greffer la tumeur sur la souris, et également une fois que la tumeur sera implantée, lorsqu'on va tester des molécules sur ces souris greffées, ces modèles PDX. Et puis en parallèle, on va regarder ce qui se passe au niveau du microbiote et des variations du microbiote chez les patients qui ont donné la tumeur pour créer ces modèles PDX. Cela avec trois finalités. Hein. Évidemment, la première finalité, c'est de comprendre encore mieux comment le microbiote interagit dans le processus de la cancérogenèse. Le deuxième point, c'est de pouvoir aider à développer des nouveaux types de traitements. Et puis le troisième, c'est aussi de regarder un petit peu ce qui se passe en termes d'effets secondaires avec ces traitements, notamment ces traitements chimiothérapiques qui peuvent impacter fortement le microbiote intestinal. Alors juste un petit exemple par rapport à ce qu'on fait à l'heure actuelle dans le projet IMODI. Les tests sur les souris sont faits globalement toujours de la même manière. Hein. On va greffer un certain nombre de souris. Couramment 50, 70, 100 souris vont être greffées avec la même tumeur provenant du patient. Et puis on va randomiser, on va répartir les souris dans différents groupes de traitement de manière à pouvoir faire un prélèvement fécal préalable au traitement, un à la suite du traitement, un une semaine après le traitement et un prélèvement en fin d'expérimentation. Et là, je vais vous montrer un petit peu quelques résultats obtenus sur deux modèles, les modèles d'adénocarcinome 14 et 84. Une expérimentation avait été conduite, alors de mémoire, c'était avec une cinquantaine de souris. On avait un groupe contrôle, comme à l'habitude, hein, et puis 4 types de traitements de chimio, cisplatine, pemetrexed, gefitinib et docetaxel. Avec pour chaque groupe de souris, un échantillonnage fécal, une extraction ADN, une analyse en métagénomique ciblée. Faire plus, vu la grandeur du projet, ça aurait été compliqué, pour regarder un petit peu comment ça se passait dans ces groupes de souris avec les traitements. Et les premiers résultats qu'on a pu obtenir sont relativement intéressants. Alors j'ai fait le focus que sur un groupe, il faudra me croire pour le reste. Il faut imaginer que pour le reste, il ne se passe pas grand-chose dans le microbiote intestinal pour les différents types de traitements versus le groupe contrôle. Par contre, dans le groupe pemetrexed, et ce qui est assez remarquable, c'est que ça a pu être obtenu sur les deux modèles, le 14 et le 4. Donc vous avez ici les 4 temps de prélèvement et la composition de la flore exprimée en abondance relative. Je crois que vous avez vu assez de graphiques aujourd'hui pour bien comprendre ce type de graphique. Et ce que l'on peut voir, c'est que les groupes de souris traités par pemetrexed voient une forte dysbiose de leur microbiote intestinal, donc un déséquilibre de ce microbiote intestinal avec l'arrivée et l'augmentation massive des protéobactéries. Alors là, vous avez le graphique au niveau du phylum. Quand on va voir un petit peu plus loin dans les séquences et dans la taxonomie dont on vous parlait précédemment, on s'aperçoit que cette augmentation de protéobactéries, elle est liée bien à une augmentation des Enterobacteriaceae et plus précisément au genre Escherichia shigella.
Donc là, on a vraiment des résultats qui valident l'approche de se dire, lorsqu'on développe des molécules de ce type, il peut être intéressant de regarder en parallèle comment se conduit le microbiote intestinal, le but étant d'avoir les molécules les plus efficaces possibles pour la tumeur et ayant le moins d'effets secondaires possibles, notamment par rapport au microbiote, dont on sait le rôle essentiel qu'il peut avoir, et notamment dans l'amélioration de la pathologie. Alors un deuxième exemple d'application qu'on peut conduire au sein de Biofortis, c'est un projet qui concerne le microbiote et l'antibiothérapie. Donc là, on est sur tenter de préserver l'équilibre de ce microbiote. Alors, on a parlé pas mal d'antibiothérapie juste avant. Je vais essayer de vous en parler un petit peu différemment. Enfin, j'espère. Alors, évidemment, le plus gros problème actuel concernant l'antibiothérapie, c'est l'antibiorésistance. Ça, je l'apprends à personne, j'imagine. Il y a de plus en plus de cas de bactéries qui ont acquis la capacité à résister aux antibiotiques standards qu'on peut administrer, et on se retrouve à se battre contre des bactéries qui finalement gagnent. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors, pour tenter de lutter contre cela, il y a différentes possibilités. Il y a essayer de développer des traitements alternatifs. Alors, je vous en ai mis deux. Le premier, c'est la phagothérapie. On en parle de plus en plus. Là, c'est d'utiliser finalement les prédateurs naturels des bactéries, qui sont des bactériophages, donc des virus qui boulottent les bactéries finalement. Alors ça, c'est une alternative, pourquoi pas. Une autre alternative, et on en a parlé, et on en parle beaucoup dans les infections, notamment un Clostridium difficile, qui ont été citées avant, donc il a été fait mention de ça, c'est la transplantation de microbiote intestinal, qui consiste ni plus ni moins à remplacer un microbiote en dysbiose par un microbiote en eubiose, alors de manière ciblée ou complète, ou peu importe. Alors il y a des étapes là, à ce niveau-là, c'est pas directement comme ça, mais avec les étapes c'est moins drôle, donc je l'ai pas mis. Et puis la troisième alternative, et alors c'est peut-être moins sexy, mais c'est le cadre du projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'essayer de développer des nouvelles molécules qui sont beaucoup plus ciblées et qui, au lieu d'aller taper sur tout le microbiote et de tout déstabiliser, vont aller taper la bactérie responsable de l'infection en particulier. Et là, c'est un projet pour lequel Biofortis a été sollicité par quelqu'un, par un donneur d'ordre. Il va falloir que je fasse très attention à ce que je vais raconter. Donc un industriel de la pharma qui a développé une nouvelle molécule qu'on va appeler la New Drug, qui cible Staphylococcus aureus en particulier. Alors, il a déjà une preuve de concept et fait tout un tas d'études qui montrent qu'effectivement cette molécule tape sur Staphylococcus aureus en particulier et pas sur les autres bactéries, mais il n'en a pas testé non plus beaucoup. Et lui, ce qui l'intéresse de voir, parce que ça pourrait être un argument assez intéressant par rapport à ses concurrents, c'est de voir quels sont les effets secondaires sur le microbiote intestinal. Alors pour ça, Biofortis arrive et on lui propose tout un tas de choses super intéressantes sur le choix des points de prélèvement effectués dans son design. On lui propose de réaliser l'échantillonnage, le stockage de l'extraction ADN, une petite analyse en métagénomique ciblée sur le CSS, et puis ensuite on va faire tout un tas d'analyses hyper compliquées en descriptif et en multivarié pour enfin pouvoir lui sortir un rapport d'étude, et voire même un peu plus, puisqu'on a fait un poster avec ce donneur d'ordre et on est en train de rédiger l'article qui va avec. Et donc ce projet, il est relativement simple dans le design. Il est basé sur la souris. On est parti après sur l'homme, mais c'est une autre histoire. Concernant la souris, en tout cas, tout un groupe de souris qu'on va randomiser dans 5 groupes. Alors toujours un groupe contrôle, ça tombe sous le sens. La nouvelle molécule, pour voir un petit peu l'effet de ce produit développé. Et puis 3 antibiotiques très standards, tels que ceux que vous pouvez prendre peut-être à l'heure actuelle parce que vous avez un gros rhume, pourquoi pas. Et puis un certain nombre d'échantillonnages fécaux, 4 en l'occurrence, avant le début du traitement, pendant le traitement et puis fin d'expérimentation, de manière à observer ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal et de pouvoir répondre à la question de ces effets secondaires sur le microbiote sous l'impact de cette nouvelle molécule. Et la première livraison, quand on fait de la métagénomique ciblée, alors j'espère que vous êtes incapable de lire le graphique parce que c'est volontaire. C'est qu'on a tout un tas de data de composition de flore aux différents time points entre les différents groupes, et il y a tout plein de couleurs dans tous les sens, et c'est pas bien. Parce qu'en fait, on a un réel, c'est une réelle, en français,
Une réelle problématique pour notre activité privée, c'est qu'on doit être capable de fournir une réponse claire à des questions assez simples. Et c'est parfois problématique sur les analyses NGS, c'est qu'on produit énormément de data. Il n'y a pas que les data du NGS, il peut y avoir toutes les data associées, les enquêtes de vie, les enquêtes alimentaires, également d'autres paramètres biologiques, et puis tous les paramètres associés au groupe. Mais on doit être capable de synthétiser ça dans des sorties, que ce soit graphiques ou en termes de conclusions, relativement claires, et en tout cas, en tout état de cause, utilisables par le donneur d'ordre. Donc effectivement, ça c'est sympathique. On a l'impression qu'on voit bouger des choses. Alors effectivement, il y a des trucs qui bougent un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas forcément satisfaisant en première sortie concernant cette étude. Et par contre, ce qui peut être plus intéressant, alors c'est après d'aller dans des systèmes d'analyse et de représentation graphique qui sont peut-être un peu plus compréhensibles en première intention. Alors quoique, si je devais vous expliquer le principe de la PCOA, ça sera peut-être un peu compliqué pour moi. Mais cela dit, c'est lorsqu'on fait un partitionnement des profils de flore entre les différents groupes et aux différents time points, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on va agréger toutes les baselines et tous les autres points de prélèvement, donc T2, T3, T4, et du groupe contrôle et du groupe de la nouvelle molécule ensemble, et que par contre, à partir du moment où il y a une dysbiose du microbiote créée par l'impact de l'antibiotique, et on va pouvoir observer une ségrégation de ces profils de flore qui sont perturbés par l'antibiothérapie. Donc avec ce type d'analyse de données, ce type de représentation graphique, il est assez simple de faire bien comprendre qu'on n'observe pas a priori de différence particulière de composition de flore entre le groupe contrôle et cette nouvelle molécule, qui semblerait n'est pas méchante pour le microbiote dans son ensemble. Autre possibilité de représentation et d'exploration des données, ça a été cité juste avant. Je pense que c'est un point qu'il faudrait creuser un petit peu plus à mon sens. Ce sont tout ce qui concerne les indices de diversité, alors diversité alpha, bêta, gamma, etc. etc. Je pense à mon sens que c'est un sujet à creuser, puisque un certain nombre d'indices de diversité, pour avoir fait de l'écologie dans une autre vie, sont issus de l'écologie des populations. Je ne suis pas persuadé que des indices qui ont été créés pour décrire des populations de poissons dans des lacs américains ou de peuplement de forêts sont parfaitement adaptés à l'heure actuelle pour décrire des communautés bactériennes qui ont leur propre dynamique. Toujours est-il que ces indices, pour l'instant, sont extrêmement intéressants, puisqu'ils permettent de synthétiser une masse d'informations tel que c'était présenté sur la précédente diapo, sur un graphique beaucoup plus simple et une information beaucoup plus simple à comprendre. Et là, par rapport à l'expérimentation qu'on avait pu conduire, eh bien, effectivement, absolument aucune différence d'indice de diversité. Alors, c'était l'indice de Shannon que je vous montre ici, entre le groupe contrôle et le groupe ayant reçu la nouvelle molécule, à contrario des autres groupes ayant reçu les antibiothérapies standards, où là on voit un vrai effondrement de la diversité parce qu'effectivement ces antibiothérapies ont complètement flingué le microbiote. Donc voilà par rapport à ces deux cas concrets tels qu'on peut le mener à Biofortis. Alors juste en conclusion assez rapidement concernant le NGS et le microbiota, donc je rappelle le NGS, je suis convaincu, c'est un outil qui est absolument extraordinaire qui permet de faire énormément de choses. Par contre, ce n'est pas le seul outil. Ça reste un outil et c'est pas le seul outil. Il peut y avoir pas mal d'autres choses et le NGS n'est pas forcément la première solution à utiliser pour répondre à la question biologique qui est posée. Il y a un vrai besoin de standardisation et cela depuis la préparation d'échantillons jusqu'à la bioinfo, la biostat. Il faut savoir que rien que la phase d'extraction d'ADN peut complètement biaiser votre étude si vous utilisez 2 numéros de lot de kits différents par exemple. Ça peut effrayer mais c'est la réalité. Et puis, il y a vraiment une grosse problématique par rapport à l'expression des résultats. Les résultats qui sont attendus en termes d'expression et de représentation, ce sont des choses simples à comprendre et à lire par rapport à des datasets extrêmement complexes et importants. Le sujet a été abordé dans une autre présentation. Effectivement, ces datas peuvent provenir du NGS, mais pas seulement. Et il va falloir trouver les moyens de marier et des données de génomique et des données cliniques ou des données autres en termes d'analyse biologique, de manière à synthétiser l'information et à en extraire la suite scientifique moelle et répondre à la question biologique qui est posée. Et puis juste pour terminer, parce qu'elles ne sont pas souvent citées, donc j'en profite très rapidement. Merci à Cindy Pinsec pour les 2 diapos que je lui ai piqués sur le projet Imodi, Sophie Lefresne qui est ma chef de projet qui a bossé sur le projet New Drug, l'équipe technique au complet, donc Caroline, Claire, Clémentine, Morgane, Pauline, Sandra, et puis évidemment
faut quand même les citer de temps en temps, l'équipe BioInfo et Biostat, pilotée par Sébastien Leuillet, qui est caché tout au fond de l'amphithéâtre, et puis Yahoo. Merci de votre attention. Oui, bonsoir. À un moment donné, vous présentez le premier projet, donc c'est des souris PDX, greffées a priori peut-être d'un cancer du poumon, traitées en chimio, ou bien sur du gefitinib, qui est une thérapie ciblée. Est-ce que du coup, les modifications du microbiome sont différentes selon qu'il s'agit de la chimio ou de la thérapie ciblée? Alors, sur les autres molécules, les modifications de flore sont peu importantes, en fait. Il y a vraiment que le Pemetrexed que j'ai présenté aujourd'hui où il y a une forte modification de la flore. Vous avez dit que vous faites du biobanking. Ça consiste en quoi exactement? Vous avez des collections de souches ou d'échantillons? Alors, c'est pas de souches, c'est d'échantillons. Effectivement, on a des collections d'échantillons. Alors, on en a une grosse partie qui proviennent justement du projet Emodi, puisque dans le cadre de ce projet, on met en collection des échantillons fécaux provenant des patients qui ont donné les tumeurs permettant de créer les modèles PDX. Mais effectivement, on a par ailleurs des collections d'échantillons provenant de populations saines ou qu'on récolte dans le cadre de nos études cliniques, oui, qui sont conservés à -80 et qui sont accessibles dans le cadre de partenariats ou de projets de recherche. Est-ce qu'on a une idée de comment ça se passe avec les microbiomes et comment ça interfère dans le phénomène de mutation? Alors, dans le phénomène de mutation en particulier, oui. Alors, dans la cancérogénèse, de manière générale, on sait que le microbiote peut intervenir sur différents aspects. En termes de communication avec l'hôte au travers du système immunitaire, on sait que ça peut intervenir par des facteurs d'inflammation. On sait aussi qu'il y a des bactéries, notamment pour la mutation, qui produisent directement des génotoxines. Il a été identifié notamment des Escherichia coli toxigéniques et qui produisent des toxines créant des adduits à l'ADN et des cassures double brin. Donc qui peuvent être directement responsables de mutations au sein de la cellule. Et puis par rapport à la relation entre la bactérie du microbiote et puis la cancérogénèse, je crois que le cas le mieux documenté à l'heure actuelle, ça a valu un prix Nobel à son découvreur, c'est Helicobacter pylori. On connaît très bien l'histoire qui conduit depuis l'infection Helicobacter pylori jusqu'au cancer de l'estomac. Je ne sais pas du tout si vous pouvez répondre à ma question. Non. Mais c'est entre la relation et le microbiote, enfin, ou un germe, et puis un cancer. Oui. Il y a des genres de lymphomes qui sont provoqués, je crois bien que c'est Helicobacter pylori aussi. Et on fait un traitement antibiotique, c'est une gamma-pathie monoclonale, maladie des chaînes lourdes par exemple, alpha, et la maladie des chaînes lourdes alpha disparaît. Est-ce que dans votre esprit, c'est l'organisme lui-même, une fois que c'est la disparition de l'agent inducteur qui serait le germe, qui ferait que le système immunitaire est capable de l'éradiquer, ou alors est-ce que le rééquilibre de la flore peut, à votre avis, avoir un impact direct? Je ne sais pas si ma question est claire. C'est une question qui est complexe. C'est sûrement une question complexe, mais c'est bon, c'est parce que vous avez lu pas mal de trucs dessus que je vous la pose. Alors j'ai lu pas mal de choses, sans doute pas suffisamment, mais il faut savoir que des articles sur le microbiote intestinal en particulier, c'est plus de 1500 par an à l'heure actuelle, donc j'ai pas la prétention d'avoir tout lu. Je pense sincèrement que plutôt que de cibler une bactérie et de penser pouvoir régler à peu près tout en ciblant un germe ou une bactérie ou une souche en particulier, je pense sincèrement qu'on a affaire à un écosystème et que de la même manière qu'on a appris beaucoup de choses sur la gestion des écosystèmes, où on a arrêté finalement de taper sur une espèce parce que sinon ça déséquilibre tout le reste, je pense qu'on apprendra la même chose du microbiote intestinal. On apprendra peut-être à arrêter de croire qu'en faisant manger une souche à quelqu'un, il va guérir de tout ou tout va bien se passer, ou que d'un autre côté, en ciblant, en détruisant une seule bactérie, alors je ne parle pas des bactéries infectieuses pathogènes,
mais dans un cas différent. Je pense que voilà, en stimulant une seule bactérie, on arrêtera de croire que ça va régler tout le problème. Je pense qu'à partir du moment où vous faites bouger une bactérie, vous déplacez forcément le problème ou vous modifiez des choses sur d'autres bactéries. Je pense que c'est le sens des travaux présentés ce matin par Jérémy Bourdon, de pouvoir modéliser ce qui se passe quand on fait bouger quelque chose, de voir que ça va bouger à l'autre extrémité de l'écosystème. Je pense que, en gros, tout ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment en présence d'un écosystème. Si on touche à quelque chose à un endroit, ça va bouger à un autre. Je ne sais pas si ça répond clairement à votre question, parce que je vous repose d'autres questions derrière. Mais... Moi, j'ai une question, je ne sais pas si c'est plus à vous, Emmanuel, qui saurait répondre, mais est-ce que la transplantation fécale, est-ce qu'elle est utilisée dans d'autres pathologies ou dans d'autres traitements que l'antibiothérapie ? Alors, la transplantation fécale, là où elle est le mieux documentée, c'est les infections à Clostridium difficile et des infections où il y avait des vrais problèmes de résistance aux antibiotiques. Il y avait une synthèse qui était sortie il y a 2 ou 3 ans où sur 290 cas, il y avait 270 rémissions de cette infection, donc ça marche réellement bien. Là, il y a des tentatives qui sont faites pour tout un tas d'autres pathologies. La présentation d'avant, vous parlez des déséquilibres induits par la chimiothérapie. Il y a des tests qui sont faits justement pour essayer de corriger les dysbioses créées par la chimiothérapie, essayer de faire recoloniser un microbiote sain chez des patients souffrant de cancer qui ont le microbiote dans un état déplorable. Il y a des tentatives qui sont faites sur la maladie de Crohn ou des maladies de cette nature. Il y a plein d'opportunités. Il faut savoir que la transplantation fécale, c'est une méthode qui est très très ancienne, puisque les premiers papiers datent des années 50-60. Par contre, évidemment, par rapport au traitement antibiotique, la gélule, ça s'est avéré pas très sexy. Donc on l'a mis de côté. Puis maintenant que les gélules marchent plus, on est en train de réouvrir les tiroirs et de ressortir la greffe de microbiote, de ressortir la phagothérapie aussi. La phagothérapie, c'est très ancien. C'est toujours fait en Europe de l'Est, notamment en Russie, et ça va revenir petit à petit parce qu'on est obligé de ressortir les vieilles alternatives qu'on avait laissées un peu de côté pour manger de la gélule et du comprimé, quoi. Bon, il ne reste plus qu'à remercier Thomas pour son exposé. Bon, sinon, on vous remercie tous pour votre participation. Et puis en vous souhaitant voir l'année prochaine pour une autre journée comme celle-ci.